Alors nous sommes de retour pour la troisième table ronde de notre journée, une table ronde consacrée à une question qui concerne beaucoup de Français. Comment répondre aux besoins plus grands de nouveaux logements dans un contexte de transition écologique qui contraint le secteur de la construction. Grégory Doucet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Lyon, maire écologiste de Lyon. Jean Passini, bonjour. Vous êtes président de la commission transition écologique de la FFB. Bernard Devers, bonjour. Vous avez été longtemps promoteur immobilier. Vous êtes prêtre et fondateur de Habitat et Humanisme, une entreprise à caractère social qui aide à loger des personnes en difficulté et qui favorise leur insertion. Frédéric Carré, bonjour. Vous êtes président de la FFB Occitanie et vous dirigez une entreprise de métallerie. Alors, on le disait au début de cette journée, il manque pas moins de 100 000 logements neufs chaque année. Et au total, on estime à 1 million le nombre de logements nécessaires pour répondre à la totalité des besoins. Grégory Doucet, trouver 100 000 logements neufs chaque année, ça veut dire finalement un besoin évident de construire? Assurément, il faudra construire. Ça sera l'un des leviers pour loger une population qui, dans beaucoup d'agglomérations, croît. Après, je crois que ce qui m'importe, enfin là je vous parle véritablement avec ma perspective de maire d'une grande ville, bien sûr, ce qui m'importe c'est de proposer des formes d'habitat, des logements qui répondent aussi à l'exigence de qualité de vie qu'aujourd'hui la population formule. Alors on va y venir, mais si on dit construire davantage, avant d'arriver là-dessus, ça veut dire qu'on est obligé de densifier ou d'artificialiser les sols? Alors, j'allais y venir parce que si je parle des attentes en matière de qualité de vie, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que la population massivement, en tout cas dans les grands centres urbains, attend, c'est d'avoir une ville à taille humaine avec des espaces publics, des opportunités de déplacement en mobilité, on va dire, plus douce, plus d'espace pour les piétons, pour les vélos. Bon, je ne vais pas vous refaire tout le tableau, mais ça se traduit concrètement quand on parle de construction et de logement, dans ce que moi j'appelle une juste densité. Bien sûr, à certains endroits, il faut densifier, mais à d'autres, on a déjà atteint un seuil de densification très élevé. Alors pour en revenir à votre question sur la question de la construction, est-ce qu'il faut construire ? Moi, quand je vois qu'à Lyon, par exemple, il y a 24 000 logements vacants, je me dis que le premier levier pour pouvoir loger, pour habiter la ville, c'est d'abord de faire en sorte que ces logements vacants, parce qu'on va les rénover pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas habitables en l'état, donc ça veut dire aussi des travaux de rénovation à réaliser, bien évidemment, on va remettre ces logements dans le circuit. 24 000, c'est pas rien à l'échelle de la ville. Hein. Ça suffit ou pas ? Non, ça ne va pas suffire, bien sûr, mais ça va déjà alimenter, ça va déjà répondre à une partie des besoins. Ce qu'on observe aussi, c'est que dans l'existant, on a un certain nombre de logements qui sont, je vais le dire comme ça, sous-occupés. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des personnes âgées qui vivent seules dans des appartements assez grands. Moi, je souhaite qu'on puisse travailler sur l'intergénérationnel. Je pense que mon ami Bernard, ici, il sera sensible, mais de faire en sorte que demain, des étudiants peuvent loger avec nos aînés, de manière à, là, redensifier aussi, mais pas seulement en construisant, en occupant mieux l'existant. Ça, ce sont deux leviers pour travailler sur ce qui existe. Après, bien évidemment, il faudra construire aussi, et il faut surtout que la ville se reconstruise sur elle-même en respectant ce principe de juste densité qui, pour moi, est important. Alors, je vais passer la parole évidemment à tous les protagonistes, oui, mais j'ai juste, ça veut dire construire, oui, mais de façon mesurée et travailler avec l'existant, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Le premier levier, c'est l'existant, pour l'optimiser. Le deuxième levier, effectivement, c'est la construction, c'est la nouveauté. Mais la perspective que je souhaite prendre, moi, ce n'est pas simplement celle de ma ville. Non. Moi, je défends un modèle multipolaire. Oui, au-delà de votre cas. Oui, mais c'est assez vrai pour beaucoup d'agglomérations aujourd'hui où il y a un phénomène de métropolisation qui s'est opéré, qui a densifié les cœurs de ville, parfois au détriment d'une périphérie même assez proche, alors qu'aujourd'hui, rééquilibrer l'endroit où les gens vont habiter, l'endroit où les gens vont travailler, c'est-à-dire en construisant aussi, pas simplement en cœur de ville, mais aussi dans une périphérie proche, c'est une façon aussi de répondre à cet enjeu que vous souleviez, qui est ce besoin de logement supplémentaire. Frédéric Carré, quand vous entendez Grégory Doucet,
comment vous réagissez? Ça vous satisfait ou pas? On rénove et on construit, mais globalement, très modérément. Donc aujourd'hui, avec Monsieur le maire, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on partage les fondamentaux. Construire une ville durable et désirable, c'est un objectif qui ne se discute pas. Le deuxième point, c'est prendre en compte l'impact environnemental de la construction. Là aussi, ça ne se discute pas. Mais en revanche, construire, c'est un besoin primaire. La construction, ce n'est pas, c'est au même titre que les gens se nourrissent, la nourriture, mais aussi la santé. Voilà, c'est un besoin primaire et on a tellement de manque que là, il faut rattraper le retard. On l'a dit, 1 million de logements. 500 000 logements par an, c'était l'objectif, qui n'est pas atteint depuis des années. Cette année, on va en faire 300, 320 000. La Fondation Abbé Pierre a dit que 4 millions de Français étaient mal logés en France. On va y venir. Hein. Je suis président aussi d'une ESH en Occitanie. Rien qu'en Occitanie, il y a 150 000 demandes de logements sociaux qui ne sont pas pourvus. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a une problématique de timing. On a vécu la période électorale. Il y a les évolutions réglementaires. On a vécu la période de Covid. Donc tout ça, ça a mis un frein à la délivrance de permis. Et là, il faut faire attention, parce que les besoins sont là. Par contre, on a une inertie forte et il ne faut pas bloquer les projets. Mais alors, par exemple, ce que dit Grégory Doucet, d'après vous, c'est sous-dimensionné par rapport aux besoins dans sa philosophie? Bien sûr, reconstruire la ville sur elle-même, c'est une bonne idée, c'est bien, les logements vacants, les réhabiliter, bien sûr, mais ça ne suffira pas. Il manque 1 million de logements au niveau du territoire. C'est beaucoup trop. Un retard en plus qui s'accumule, et d'année en année. Et aujourd'hui, regardez ce qui va se passer, et attendre 2 ans de construire avec de nouvelles méthodes, on ne peut pas. On ne peut pas bloquer la production aujourd'hui. Il y a trop de choses qui en dépendent. Alors, très bien, construire davantage, mais est-ce qu'il est possible, au fond, de construire, malgré toutes les volontés du monde, sans nuire à l'environnement, Jean Passigny, quand on parle de 1 million de logements nécessaires en plus? Ou est-ce que c'est illusoire? C'est pas du tout illusoire. On peut construire vert. Oui. Avant, je voudrais quand même dire que, bon, on parle beaucoup de logement, mais c'est vrai que de toute façon, on est quand même face à un paradoxe, hein, c'est que tout le monde constate qu'on a un manque de logements en France. Il y a des besoins aussi en tertiaire, et il y a des besoins aussi sur le plan industriel, puisque, globalement, tout le monde a envie de réindustrialiser. Oui. La France, on n'entend parler que de ça. Alors, si vous voulez, si on ramène dans les territoires des industries, il faut bien les construire quelque part. Donc, il y a des véritables besoins. Alors, ce que je voudrais vraiment apporter comme point supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, la façon avec laquelle on construit n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 20 ou 30 ans. Donc, quand on parle d'artificialisation des sols, quand on parle de conséquences environnementales des constructions, il faut intégrer le fait que ce qu'on construit aujourd'hui, pour les 50 années qui viennent, n'a pas du tout la même conséquence sur le plan environnemental. Quand on artificialise? Même quand on artificialise, même quand on construit, on ne va pas nécessairement à l'encontre de l'écologie. On n'oppose pas toujours les deux. En tout cas, on ne les oppose pas de la même façon qu'il y a 50 ans. Donc, suivant votre raisonnement, on pourrait artificialiser davantage dès lors qu'en fait, on construit de façon durable. Je vais y venir. Il faut forcément trouver des compromis. Voilà, aujourd'hui, on met l'accent sur l'économie circulaire d'une façon qui n'a jamais été faite auparavant. Ce sont des choses qui vont s'installer dans les années qui viennent. La réglementation environnementale 2020 fait que la construction neuve a des performances aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan gaz à effet de serre qui n'a rien à voir avec ce que l'on faisait il y a 50 ans. Donc il faut quand même vraiment acter cela. Alors bien sûr, pour construire, nous pensons que ce qui est le plus bénéfique sur le plan environnemental, c'est certainement de densifier là où c'est déjà construit, oui ça c'est vrai, de remplir les dents creuses, de rehausser, de construire la ville sur la ville. C'est aussi de libérer du foncier, là où ça gêne le moins, parce qu'il y a aussi un problème de coût. Si on raréfie le foncier, il ne faut pas s'étonner que le prix du logement augmente, et on n'a pas envie qu'il augmente. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, parce que le mot artificialisé, il n'est finalement pas si bien défini que ça, enfin en tout cas à ma connaissance, il ne prend pas forcément en compte les nouveaux modes constructifs. Aujourd'hui, on récupère des eaux pluviales sur les toitures terrasses, on les traite, on fait des toitures terrasses végétalisées, on fait des terrasses jardins depuis très longtemps sur les toits qui sont des espaces partagés. Sur le plan social, c'est un vrai partage. On fait de la production d'énergie. Donc voilà, il faut vraiment rentrer en ligne de compte toutes ces analyses parce que bloquer la construction neuve ou la ralentir,
c'est porter la responsabilité de voir les prix croître, et donc quelque chose qui est antisocial. Comment vous réagissez à ça? Parce que, au fond, est-ce que ça ne pousse pas, alors, dans ce cas-là, à artificialiser davantage dès lors qu'on peut construire de façon durable? Je crois que dans l'intervention de M. Passini, il n'y a pas que ça. Non, mais je me retrouve complètement. La question n'est pas simplement celle de l'artificialisation. Non, mais parce qu'en fait, il y a besoin d'1 million de logements supplémentaires. Oui, mais vous me ramenez au chiffre global. Moi, je peux vous parler de ma ville. Et bien sûr, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas construire, et je ne vous dis pas qu'il ne faut pas construire de logements neufs, notamment. Mais comme le disait M. Passini, aujourd'hui, dans la ville, on va chercher ce que vous avez appelé les dents creuses, les fonciers encore disponibles, les fonciers qu'on doit reconstruire, parce que certains bâtiments qui ont été construits il y a quelques décennies, aujourd'hui ne répondent pas aux attentes de la population, donc on va parfois détruire pour reconstruire. Donc la ville, elle offre encore des beaux espaces de construction. Je vais vous citer un exemple concret. Ici sur Lyon, pour ceux qui connaissent, on a un très grand espace encore qui est sous-utilisé, qui est le port de Lyon Édouard Herriot, qui est pour l'instant à vocation industrielle. Mais voilà, l'optimisation de ce foncier n'est pas idéale. Pour moi, c'est encore un champ à explorer. Enfin, un champ, bien évidemment, au sens figuré. Et c'est un site qui est totalement artificialisé aujourd'hui, à 95%. Demain, la ville, elle se fera peut-être aussi un peu là-bas. Voilà. Donc on a encore des espaces à explorer. Je crois qu'il ne faut pas opposer. Ce n'est pas d'un côté des élus qui voudraient absolument rester en l'état et empêcher toute construction, pas du tout. Moi je dis, moi en tant qu'élu, j'ai d'abord une responsabilité de faire en sorte que la ville, elle apporte de la qualité de vie aux habitantes et aux habitants. Et la qualité de vie, bien sûr que c'est le logement, c'est l'habitat, et donc bien sûr que c'est aussi la construction, mais c'est aussi la rénovation. Tout à l'heure, j'insistais sur l'existant parce que il me semble, et que ça relève presque du bon sens, de dire on va d'abord travailler sur ce qu'on a. Et quand des logements sont vacants, qu'est-ce qu'on va faire? On va en construire de nouveau en laissant des logements vacants. Ça n'a pas de sens. Donc il faut travailler en actionnant tous les leviers de l'existant, les leviers de la nouveauté avec des constructions. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, effectivement, les techniques, elles existent pour construire de manière durable, en limitant considérablement par rapport à ce qui se faisait par le passé, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants de toute nature. Donc voilà, je crois que les filières, le secteur est engagé dans des démarches vertueuses. On a besoin de l'accompagner, on a besoin, parce que c'est mon rôle aussi en tant qu'élu, d'envoyer des signaux. Et donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus me laisser enfermer dans ce discours. Non, mais c'est intéressant. Voilà, point de vue, un maire écologiste, il veut arrêter de construire. C'est pas caricatural. Oui, absolument. Mais je pense que quand on va dans la caricature et qu'on cherche à cliver systématiquement, en fait, déjà, on ne crée pas les conditions du dialogue, alors que justement, si on veut avancer tous dans la même direction, on a besoin en permanence d'être dans un dialogue. Moi, c'est ce que je fais avec la fédération ici sur le Rhône. Alors, c'est extrêmement clair, il faut qu'on avance. Aujourd'hui, selon la Fondation Abbé Pierre, on le disait à l'instant, on estime à 4 millions le nombre de mal logés en France, un chiffre d'ailleurs qui ne faiblit pas d'année en année. Bernard Devers, vous aidez les gens à retrouver des logements. Est-ce que la prise en compte de l'écologie, de la durabilité, c'est plutôt une bonne chose dans les perspectives de pouvoir loger mieux et davantage de gens ou pas? D'abord, je crois qu'il y a eu un mot qui a été, Monsieur le maire, Grégory, vous avez dit très justement, d'entrée, que je cherchais quelque chose qui est juste. Vous savez, c'est ce mot de Pascal qui dit qu'en fait, on a appelé juste ce qui était fort, parce qu'on n'a pas pu faire du fort quelque chose de juste. Et donc là, il y a véritablement une invitation, et je trouve que la crise sanitaire qu'on vient de traverser a souligné, alors d'emblée, je trouve que c'est bien qu'en fait, aujourd'hui, votre congrès, votre séminaire se tienne précisément dans ces heures qui se terminent, nous l'espérons en fait, cette grave crise sanitaire. Il y a eu un moment d'iniquité en disant, mais et ceux qui n'ont pas de logement, on a entendu pendant presque 2 ans, 18 mois, restez chez vous, attention à vous. Et puis les populations les plus fragilisées, les plus pauvres, finalement, c'était vraiment injuste.
n'avait rien. Et donc, par rapport à cette question de l'iniquité, et on n'arrivera pas, la cohésion sociale est une cohésion qui est déchirée, et ce n'est pas simplement un accroc dans le tissu social, c'est une véritable déchirure. Et donc il y a véritablement une invitation à voir comment l'acte de construire va devenir un acte de soin. Bâtir, c'est soigner. Mais de ce point de vue-là, ce que dit Monsieur le maire va plutôt exactement dans ce sens-là. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas en situation Non, mais je veux dire, c'est juste dans la perspective. Je souligne simplement l'importance, en fait, aujourd'hui, de réduire les iniquités. Il y a sur la question, en fait, de ces logements il y a un peu plus de 300 000 logements dans les métropoles, c'est-à-dire véritablement dans les lieux où aujourd'hui c'est très, très difficile d'arriver à loger des personnes qui sont en situation de difficultés financières. Et même les classes moyennes aujourd'hui ont de la peine à se loger dans les métropoles. 300 000 logements qui sont vacants depuis plus de 4 ans. Alors, on n'est pas là pour jeter l'opprobre à personne. Je veux dire qu'en fait, jeter l'opprobre, ça fait avancer rien du tout. On est là pour rechercher ensemble, en fait, précisément, comment bâtir, précisément, puisque ce qui nous convient de nous réunir, c'est bâtir. Et bâtir, je pense que par rapport, si on veut, bien sûr, on me dit, ah oui, mais les problèmes des logements vacants, c'est un serpent de mer. Oui, sans doute. Mais n'empêche qu'il y a un certain nombre de personnes âgées qui ont finalement ces logements et qui disent que ce sont des appartements anciens. En plus anciens, ça veut dire dans des quartiers où il serait bon en fait de pouvoir habiter, de pouvoir mettre des gens en difficulté, de les retrouver au cœur des villes. Ça rejoint la question de la diversité, de la mixité dans la ville. Et comment nous pourrions essayer de faire en sorte, et je pense qu'en fait la Fédération française du bâtiment peut aussi largement contribuer auprès des pouvoirs publics et aussi à partir de ce que vous êtes, faire en sorte que ces logements qui sont vacants, souvent des gens disent « mais nous on ne veut pas faire des travaux ». D'abord, on ne sait pas comment aujourd'hui trouver des financements. Donc l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, en fait, comment on peut aujourd'hui sensibiliser davantage les choses, comment on peut tenter de faire en sorte aussi qu'il y ait une véritable solidarité pour que des loyers soient des loyers qui soient en fait naturellement ajustés. Et là on retrouve la question de ce qui est juste par rapport aux personnes fragilisées. C'est pas normal qu'on reste en fait aujourd'hui dans ces 300 000 logements. D'ailleurs, je vous sais, Grégory, en fait, je sais que dans la ville, vous avez recensé aujourd'hui en fait le patrimoine qui pouvait être vacant pour essayer de faire en sorte en fait si je peux me permettre, occupé. Je me permets. Comment on peut accompagner quand on dirige une grande ville comme Lyon, comment on peut accompagner des rénovations dont on sait que les coûts sont évidemment onéreux. Ces rénovations afin effectivement d'inclure davantage de gens pour les loger. De manière très concrète, aujourd'hui, cette compétence dont vous parlez, elle est portée par la métropole de Lyon. Il existe sur Lyon un dispositif qui s'appelle Éco-Rénov, qui permet de participer au financement des grandes opérations de rénovation, notamment d'isolation, et qui en plus dispose d'un personnel d'accompagnement des projets qui va aller chercher d'autres sources de financement, notamment pour les copropriétaires, et voilà, de manière à monter des dossiers et arriver à avoir des chantiers de rénovation, notamment essentiellement de rénovation thermique, pour rendre plus qualitatif l'existant. Donc là aussi, pour le coup, ce sont des travaux derrière, ce sont des commandes passées aux différentes entreprises du bâtiment, puisque la rénovation, je crois que mon voisin de gauche est bien placé pour le savoir, c'est aussi beaucoup d'emplois à la clé et beaucoup de contrats. Alors, il y a eu dans le plan de relance tout un volet qui était dédié à MaPrimeRénov', 1,8 milliard d'euros pour rénover. Il y a notamment 5 millions de passoires énergétiques, sans parler des 35 millions de logements qu'il faut faire passer en normes BBC. Jean Passigny, est-ce que vous pensez que les moyens sont à la hauteur des enjeux ? Les choses se sont améliorées. Il y a eu une recherche de simplification. C'est sûr que les dispositifs ont évolué positivement. Aujourd'hui, ce n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait pour générer réellement un élan de cette rénovation énergétique à la hauteur
de la nécessité sur le plan environnemental, ne serait-ce que pour respecter les accords de Paris. Ça ne progresse pas du tout suffisamment rapidement. La rénovation énergétique, c'est un tremplin, c'est un relais de croissance très important pour nos entreprises. Et c'est indispensable pour le pays parce que la construction neuve, c'est 1% du parc. Donc ce n'est pas avec la construction neuve et ce n'est pas avec des réglementations très vertueuses sur la construction neuve, qu'on va réussir à modifier l'impact du parc immobilier en France. En particulier, vous savez que le coût de l'énergie en France ne justifie pas à lui seul d'initier une rénovation énergétique, surtout pour les plus modestes qui peuvent avoir une vision à un peu moins long terme que les ménages les plus modestes. Du coup, on pense que les dispositifs ne sont pas assez puissants et assez aidants sur les ménages les plus modestes. Bon, et alors, évidemment... Si vous me permettez, je trouve bien sûr. que c'est tout à fait essentiel parce qu'en fait, réduire aujourd'hui la charge énergétique, c'est automatiquement, en fait, ipso facto, augmenter le reste pour vivre des personnes qui ont besoin et que 100 euros, 150 euros, en fait, par mois, ça modifie aussi beaucoup de choses par rapport à des gens qui ont des revenus de l'ordre de 700 à 800 euros par mois, quoi. Donc alors, là, véritablement, là, il y a un enjeu sociétal absolument majeur sur lequel, en fait, il faut absolument travailler. Vous avez raison de le souligner. Et un enjeu donc d'accompagnement financier pour y parvenir. Bien sûr. Alors, on parle du logement, il faut savoir que c'est une partie de la question liée à la construction. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'industrialisation, ou plutôt à la réindustrialisation, à la réallocation notamment des usines, un sujet que beaucoup de Français appellent de leur vœu. Grégory Doucet, comment on fait pour à la fois combiner cette préoccupation durable, environnementale, qualité de vie, tout en dynamisant la réindustrialisation qui signifie construire des usines notamment? Si vous me le permettez, Guy, juste un tout petit mot, puisque pour rebondir sur ce que Jean disait un petit peu plus tôt, parce qu'on a parlé de la construction de logements, mais sur la question de la rénovation énergétique, n'oublions pas aussi que l'État et les collectivités locales ont aussi d'énormes patrimoines. Je peux en témoigner ici sur Lyon, qui ont pour une bonne partie des bâtiments qui sont concernés n'ont pas été investis. Moi, j'ai constaté que dans cette ville, il y avait une véritable dette patrimoniale. J'ai très très peu de bâtiments publics qui sont aujourd'hui en capacité de supporter les grosses chaleurs en été. Mais je tiens à préciser. Ce que vous voulez dire, c'est que ça peut rentrer dans la philosophie générale de réhabiliter des endroits qui peuvent servir de logement. Oui, Jean, vous parliez de relais de croissance. Avec la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, c'est les logements des particuliers. C'est bien évidemment aussi tous les offices HLM qui investissent considérablement là-dessus. Je pourrais vous citer, moi, le travail qu'on a prévu de faire. Bernard, vous connaissez bien le lieu ici, la Cité Jardin à Gerland, sur laquelle c'est plusieurs centaines de milliers de logements, même sur lesquels on va investir, notamment pour faire de la rénovation énergétique. Bon. Mais c'est aussi tous les bâtiments patrimoniaux des collectivités et de l'État. Je ne vais pas vous décrire, moi, l'état de la charpente, ou plus exactement de la toiture de l'hôtel de ville, mais il y a un gros travail à faire d'isolation, par exemple. Et c'est vrai dans beaucoup de bâtiments. Donc c'est quand même aussi un point essentiel. Ce qui fait d'ailleurs partie du plan de relance, toute la réhabilitation des bâtiments publics. Et c'est vrai aussi, là je vous ai cité l'hôtel de ville, j'aurais dû plutôt vous parler des écoles, mais moi j'investis sur cette mandature 350 millions d'euros. C'est un quart de ma programmation pluriannuelle des investissements, rien que dans les bâtiments scolaires, et ça va être soit des nouvelles constructions, soit de la rénovation de l'existant. Donc c'est aussi beaucoup de commandes derrière. Donc de l'activité. C'est aussi de l'activité et donc un relais de croissance pour le secteur. Ça pour moi c'est quand même important aussi de le signaler. Mais vous m'avez interrogé sur la réindustrialisation. Pour avancer sur la réindustrialisation, c'est-à-dire en gros comment on combine quelque chose qui peut paraître, je dis bien paraître, paradoxal, aux yeux du public. C'est-à-dire à la fois cette préoccupation de qualité de vie et durable, et en même temps cette volonté, ce besoin de réindustrialiser sans en même temps nuire à cette tendance qui nous est chère à tous de durabilité. Oui.
vais vous faire une réponse qui est similaire à celle que je vous ai faite tout au début quand je vous ai parlé d'un modèle multipolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance a été pendant très longtemps de mettre les villes, les agglomérations en compétition les unes vis-à-vis des autres. Et chacun cherchant à attirer le plus d'entreprises, voilà, et en construisant énormément de tertiaires, enfin de bureaux pour attirer un maximum. Et derrière ça, on a des effets induits que la puissance publique elle-même est obligée de résorber. C'est investir encore plus dans les transports, parce qu'évidemment, certaines villes se retrouvent engorgées parce qu'on a trop concentré. Moi, je crois à la coopération entre les agglomérations, entre les villes. Je n'ai pas envie d'entrer en compétition avec Saint-Étienne pour savoir à qui aura le plus grand nombre d'entreprises sur son territoire. Je veux au contraire qu'il y ait un équilibre entre les différentes communes, que des entreprises puissent aller s'installer demain, bien évidemment je citais Saint-Étienne à l'instant, mais aussi sur le territoire de la métropole, pour mailler de manière plus équilibrée, pour arriver à cette juste densité aussi sur le plan de l'industrie. Voilà, parce qu'il existe dans certaines communes et alors, si on évite la compétition, des espaces qui n'ont même pas besoin d'être artificialisés. Mais qui arbitre? D'où l'intérêt d'avoir si vous me le permettez, bon, vous allez penser que c'est une incise politique, mais d'où l'intérêt d'avoir une région, parce que c'est surtout à ce niveau-là que ça se fait, stratège, et qui pense le territoire, qui pense les équilibres, et qui anime, qui justement fait travailler ensemble notamment les villes, les agglomérations, qui met autour de la table les professionnels. Parce que derrière tout ça, c'est aussi des filières à construire. Nous en parlions un peu en aparté avec vous, Jean, tout à l'heure. C'est aussi un investissement massif à réaliser dans la formation des professionnels. Vous me parliez du bois tout à l'heure, qu'aujourd'hui n'est pas forcément un matériau bien maîtrisé par les professionnels. Eh bien, il faut former. Je ne veux pas tomber dans la caricature, Jean, et vous faire dire ce que vous m'avez dit. Alors, attendez, pour revenir... Mais c'est important d'investir massivement. Pour rester sur le thème de débat, donc, on comprend, il faut être... parler à votre place. Pardonnez-moi, il faut rééquilibrer en gros la façon dont on va construire, évidemment, et où est-ce qu'on va établir ces relocalisations et la construction de ces usines. Enfin, malgré tout, ça veut dire nécessairement construire des usines, je ne caricature pas, mais si on relocalise, c'est bien ça dont il s'agit. Frédéric Harrey, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit sur la problématique de la réindustrialisation? C'est vraiment très important, et encore plus aujourd'hui. On le voit, je pense qu'on en a parlé à la table ronde précédente, l'augmentation des matières premières, voire la pénurie. Aujourd'hui, c'est grave. Juste un aparté. Moi, j'ai eu l'entreprise, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, mais si ça continue encore un mois, je vais mettre des personnes au chômage. Ça, c'est important. Donc, on doit avoir une indépendance par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose de primordial. En plus, ça va créer de l'emploi sur le territoire, de l'emploi de service, mais aussi des constructions. Donc, ça, c'est vraiment vital. Et puis, au passage, c'est quand même de l'économie circulaire. Donc là, c'est très vertueux et c'est quelque chose qu'il faut vraiment accélérer. Et pour ça, il faut une impulsion forte des élus pour libérer du foncier, parce que c'est ce dont on parle. Alors, on a vu que l'année dernière, en 2020, le nombre de permis de construire a considérablement baissé. Jean Passigny, comment est-ce que vous allez maintenir votre niveau d'activité avec finalement des permis de construire qui ont été en régression sur l'année qui a précédé ? On l'a déjà un petit peu évoqué. C'est sûr que pour nous, la rénovation énergétique, c'est très important. Hein. C'est une perspective de relais de croissance, comme je disais, qui est essentielle. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Voilà, la reconstruction de la ville sur la ville, hein, parce que finalement, on dit qu'il y aura peut-être moins de bureaux, il va y avoir du télétravail, mais finalement, s'il y a du télétravail, il faut aussi que ce soit dans des zones dans lesquelles le numérique fonctionne bien. Donc il y a des réaménagements. Hein. Donc ça, c'est forcément des relais de croissance qui sont importants. Ce que je voudrais dire aussi, c'est le tertiaire, l'industrie. Il faut savoir qu'une industrie, aujourd'hui, c'est un lieu de production d'énergie. La plupart des toitures des bâtiments industriels ont du photovoltaïque. Donc il faut vraiment voir les choses de façon différente. C'est-à-dire si la construction neuve, les voir différemment, c'est-à-dire voir différemment, c'est-à-dire que construire, c'est pas forcément antinomique avec la notion environnementale. Voilà, c'est vraiment complètement différent. Hein, il y a des obligations sur les entrepôts, sur les jouer sur du renouvelable, c'est-à-dire par exemple du photovoltaïque, voire de l'éolien. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Hein, si on utilise la toiture pour produire de l'énergie, on la voit plus du tout pareil que si elle est juste là pour artificialiser les sols. Voilà,
Est-ce que ça pose des questions d'acceptation ou pas de la part du public, Grégory Doucet? Sur le photovoltaïque, pour illustrer ce que vous dites, moi j'ai visité, il se trouve que j'étais en déplacement à Nantes il y a quelques jours, j'ai visité le marché d'intérêt national de Nantes, qui est le deuxième plus gros marché. Alors une halle géante qui a été à 80 ou 75% couverte de panneaux photovoltaïques, c'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire c'est à la fois un bâtiment professionnel qui est utilisé de 3h du matin jusqu'à très tard le soir, donc en plus qui est un bâtiment qui est optimisé et qui en plus produit de l'énergie. Produit l'énergie pour sa propre consommation, mais aussi remet dans le réseau énormément d'électricité. Donc on peut avoir effectivement aujourd'hui des bâtiments qui sont vertueux et qui sont au service pas simplement de ceux qui les occupent, mais plus largement de la collectivité. Et je crois que cette vertu aujourd'hui qu'on peut avoir avec des bâtiments, vous parliez aussi d'ailleurs des toitures végétalisées, de la récupération d'eau de pluie. Aujourd'hui, un bâtiment, on lui demande plus, et il peut faire plus pour la collectivité que ce qu'il faisait auparavant. Donc, effectivement, ce que vous dites, c'est qu'au fond, il y a eu des positions un peu radicales de part et d'autre sur, d'un côté, l'arrêt de l'artificialisation qui a été souhaité, on pense notamment à la Convention citoyenne, ou à l'inverse, des positions inverses qui disaient non mais il faut construire ça. Vous êtes dans une position, si j'entends bien, qui est assez médiane. Non, mais juste pour comprendre. Effectivement, c'est pas ce que je dis. Je ne suis pas au milieu du gué. Je n'oppose pas les choses, simplement. Non, mais c'était le sens de ma remarque. Oui, non, mais aujourd'hui, du foncier artificialisé, il en existe et il est soit mal utilisé, soit pas utilisé. C'est d'abord celui-là sur lequel il faut réinvestir. Je vais vous citer un exemple très concret. Sur les 8 derniers mois, j'ai travaillé avec un promoteur, avec un porteur de projet sur le 3e arrondissement, le projet Clinique Trarieux, pour ceux à qui ça parle. Le porteur de projet nous avait présenté un projet, donc avec un dépôt de permis, sur une parcelle aujourd'hui artificialisée à 63%. Voilà, parce qu'il existe déjà un bâtiment, que pour accéder à ce bâtiment qui est une ancienne clinique, il y a des routes, etc. Donc voilà, on a une parcelle à 63%. Il nous présente un projet où il désartificialise un petit peu. On a retravaillé avec lui pour faire en sorte de construire 144 logements et passer la parcelle qui était donc imperméable à 63% pour la rendre perméable à 63% en désartificialisant ce qui existait. On construit du logement, et notamment du logement social. On construit en plus du logement pour des seniors. On va même installer une crèche. On rénove un bâtiment. La clinique Trarieux, c'est un bâtiment des années 30, en plus, qui a une vertu patrimoniale très importante à conserver pour la ville et le quartier. Et on désartificialise. On plante plus d'arbres qu'il n'y en avait. Donc on est capable aujourd'hui de bâtir de manière vertueuse. Par contre, c'est vrai que ça nous a pris du temps de travailler dans le détail avec les porteurs de projets, mais tout le monde y a gagné, les habitants du quartier, les futurs habitants, le porteur de projet lui-même, bien sûr, et bien évidemment la ville, et plus largement, j'ai envie de dire, l'ensemble des habitants de l'arrondissement. Alors, on vient d'entendre, si vous voulez, la complexité, les enjeux économiques que représente la construction et la complexité d'y répondre. Frédéric Harrey, quel est l'impact social comment dirais-je, des problématiques de construction aujourd'hui dans votre secteur? Quel est l'impact social? On a bien vu l'impact économique, on a évoqué les possibilités d'y répondre, mais sur le social? Alors, 2 points. Le premier, quand il y a une baisse de construction, c'est une baisse générale de la qualité de vie des administrés. Moins de logements, moins d'écoles, moins de crèches. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Après, l'impact sur l'emploi, on est une filière qui compte 1 500 000 salariés. On embauche encore. C'est de l'emploi non délocalisable. On forme, 25% des apprentis sont chez nous. Donc là, c'est très important et je pense qu'on ne peut pas s'autoriser une baisse de la production, même momentanée. Alors, on sait que le logement est un facteur clé, de cohésion sociale. D'après vous, est-ce que, Bernard Devers, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette cohésion se renforce encore davantage par le logement, je veux dire? Ce qu'il faudrait faire, c'est, bien sûr, on l'a évoqué, bâtir davantage. Ce qu'il faut prendre, il faudrait avoir tous les jours,
compris sur mon portable, parce qu'en fait, j'ai laissé sur Internet en fait, mon numéro de téléphone. J'ai des appels de gens qui sont des SOS, quoi, des SOS. Et il faut voir qu'être pauvre, c'est être condamné à attendre. Terrible, ça. Et donc, je crois que nous avons véritablement une invitation à voir comment nous pouvons diminuer cette attente. Parce qu'en fait, on construit aujourd'hui pour des gens qui, finalement, n'ont pas trop de difficultés, compte tenu des prix, notamment dans nos métropoles. Hein. Mais cet acte d'habitat fait apparaître que c'est une forme d'indifférence aux autres. Et donc, je pense que ce serait important et c'est bien ce qui nous réunit, de dire « et les autres ?» Qu'est-ce qu'on va trouver, en fait, comme réponse? Et cette réponse, elle passe aujourd'hui, en fait, sans doute aussi par les villes moyennes. C'est-à-dire de développer les centres-villes et les offres de logement dans les villes moyennes qui ont été désertées pendant des années. Voilà, tout à fait. Je veux dire un cas très très concret. Il y a à peine 2 mois, une personne m'appelle, qui est plutôt en lien avec Habitamanisme, et qui lui dit, voilà, je viens de recevoir une proposition de promoteur sur le 8e arrondissement, 5 millions d'euros. Il y a 5 ans, j'avais une évaluation par rapport à une succession, 1 million d'euros. Où est-ce qu'on va, quoi? C'est-à-dire qu'on a des prix qui sont de 2500 à 3000 euros, en fait, du mètre carré. À ces prix-là, c'est plus possible. Ça veut dire qu'en fait, si on consent à cela, on ne va pas. Aujourd'hui, on va dire à une population qui est en très grande difficulté, désolé, mais on n'a pas le temps de s'occuper de vous. On n'a pas le temps de s'occuper de vous. Et véritablement, et je sais très bien que ce n'est pas la politique de la Fédération française du bâtiment, et donc il faut absolument trouver des réponses nouvelles, et notamment par rapport à la question du démembrement de propriété. C'est-à-dire qu'en fait, il faut travailler sur l'usufruit. Est-ce qu'on a besoin d'être... Nous, une association comme la nôtre, elle n'a pas besoin d'être propriétaire des biens. Et même, je pense que je ne vais pas me faire des amis là, avec le monde HLM, pardonnez-moi, mais eux non plus, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être propriétaires, en fait, aujourd'hui, de leur bâtiment. Ce démembrement de la propriété, nous, on le réalise un petit peu. On a fait une opération qui est à côté de la place Bellecour, pour une opération sociale. Naturellement, ça n'a pas pu se faire. En fait, il a fallu travailler sur des approches de démembrement. Sinon, en fait, les populations fragilisées n'ont pas leur place. N'ont pas leur place. Eh bien, si nous voulons que les populations fragilisées trouvent leur place, il va bien falloir vivre des déplacements à partir intellectuellement sur l'acte de construire, parce que sinon, il ne sera jamais un acte de soin. Alors, très rapidement, parce que là, le temps file, mais il y a quand même une question qui est posée, qui est celle des prix qui deviennent prohibitifs pour précisément les gens qui sont dans des fragilités les plus fortes. Comment l'action publique peut agir? Est-ce que d'abord c'est un vœu pieux ou est-ce qu'elle peut agir? Bien sûr qu'elle peut agir, puisque nous sommes engagés, nous, à construire, et nous mettons les moyens pour cela, 2000 logements sociaux par an sur la mandature. Bernard évoquait les dispositifs qu'il faut inventer, qu'il faut créer pour aussi faciliter l'accès et effectivement limiter l'envolée des prix. Sur la métropole de Lyon avait été créé un peu avant notre élection l'Office de foncier solidaire qui permet de dissocier le foncier du bâti, donc de rendre plus accessible finalement à la propriété pour des populations qui sont, je dirais pas les plus précaires, mais moins fortunés. Voilà. Non, mais quand Bernard Devers évoquait 1 million, 8 millions d'euros sur la valeur d'un bien. Oui, bien sûr. Non, mais je crois que si quelqu'un ici dans la salle a la solution toute faite à tous nos problèmes, pas incantatoire. Il lève la main et non, mais je crois que c'est parce qu'on va construire des dispositifs sans être. Faut pas monter des usines à gaz parce que personne n'y a recours après. Mais avec des dispositifs qui sont simples à comprendre, mais qui permettent à des gens d'avoir accès, soit à la propriété, soit par la location, à des logements qui soient des logements de qualité, parce que c'est important. Quand j'entends le père Devers parler de prendre soin, bien évidemment, j'y adhère complètement. Parce que je crois qu'il ne faut pas non plus se dire, parce que ce sont des gens précaires, on va les laisser dans des logements indignes, ou des logements qu'on ne rénoverait pas. Non, je parlais tout à l'heure de la Cité Jardin à Gerland. Oui, on va investir sur la Cité Jardin. Juste un petit pas de côté, si vous me le permettez, Guy, pour aussi rebondir sur ce que Frédéric vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de la construction et vous êtes revenu sur le logement. J'ai bien aimé que vous utilisiez ce terme parce que
On a beaucoup parlé de logement jusqu'ici, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord de construction dont il est question. Alors vous nous avez fait parler aussi d'industrie, j'ai aussi parlé un peu de patrimoine. Oui, la construction, ce n'est pas que le logement, c'est aussi des bâtiments publics. Moi, je vais faire sortir 7 écoles de terre sur cette mandature, c'est de la construction. Je vais construire les ateliers de la danse, donc un nouveau bâtiment dédié à la chorégraphie. C'est de la construction. En plus, bien évidemment, vous vous doutez bien que le cahier des charges va être exigeant. Donc ça va être de la construction de qualité en plus. Et les gens seront heureux derrière de pouvoir utiliser ces bâtiments. Enfin, en l'occurrence, des parents qui y enverront leurs enfants. Donc oui, c'est important de continuer à construire. Et c'est important de continuer à construire en donnant, parce qu'on est quand même dans un temps d'urgence, il ne faut pas l'oublier, on ne l'a peut-être pas redit, ça a peut-être été dit à une table ronde précédente, mais on est quand même dans le temps des urgences, je devrais dire, urgence climatique, effondrement de la biodiversité, voilà, ne serait-ce que pour citer que ces deux-là. Et donc, dans des temps d'urgence, on a besoin d'apporter des réponses rapides. Moi, en tant que collectivité, enfin en tant que maire, la réponse rapide que j'ai cherché à donner, que j'ai donnée même, c'était tout de suite, le plus rapidement possible, hein, on l'a fait en quelques mois, je peux vous assurer que c'était pas si simple, c'était d'établir un plan pluriannuel d'investissement qu'on a doublé par rapport à la mandature précédente. C'est 1,250 milliard d'euros qu'on a prévu d'engager sur cette mandature. Je citais un chiffre tout à l'heure, 350 millions rien que pour l'éducation, rien que pour construire des écoles ou les rénover. Et il y a aussi 25% de cette programmation pluriannuelle des investissements qui est sur la rénovation du bâti de la collectivité. Donc là aussi, c'est de la construction ou de la rénovation. Je vous interromps. Frédéric Carré, ça vous rassure quand vous entendez ça ou pas ? Alors, ça me rassure en partie. Je veux juste revenir sur le prix. On parlait du prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le logement, le prix de la construction, c'est moins de 50%. Donc on fait tous les jours des efforts, on innove avec le LIM, le BIM, on innove depuis très longtemps, mais malgré tout, la raréfaction du foncier, la non-artificialisation des sols, ça crée une difficulté d'en trouver et ça ne fait qu'augmenter le prix. Et ça, c'est aussi une responsabilité des élus. Pour quelle raison ? Et parce qu'il y en a moins, il y a moins de foncier, tout le monde se bave sur le foncier. Oui, donc en fait, les prix augmentent. Et le coût de la construction ne monte pas autant. C'est important de le préciser. Alors, je suis rassuré. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a des besoins. On vient d'en parler, il y a énormément de besoins. Dans la construction, de nouveaux types de construction, dans les logements. Par contre, attention au niveau d'exigence qui est demandé en termes de rénovation énergétique. La Fédération du bâtiment partage le fait de construire mieux, de construire plus durable, bien évidemment. Et on le fait d'ailleurs depuis longtemps. On était avec la RT 2012, on n'a pas attendu aujourd'hui qu'il y ait cette urgence climatique. On le fait depuis longtemps. Attention aujourd'hui de ne pas faire varier le curseur trop vite et il faut laisser le temps à la filière de s'adapter, c'est très important, sans qu'il y ait de rupture de production. Donc je suis confiant sur le moyen terme, sur le long terme. Vraiment attention à tout ce qu'on est en train de faire maintenant pour qu'on n'ait pas ce fameux trou d'air. Jean Fassini, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je veux rebondir. C'est sûr qu'on parle beaucoup d'urgence climatique, mais là, on vient de mettre en avant le fait qu'il y a une urgence sociale. C'est ce que vous expliquez. Alors, du côté des entreprises, il ne faut pas oublier que la construction d'un logement génère environ 2 emplois dans le bâtiment. Le ralentissement de la construction de logements, immédiatement, ça a des conséquences sociales sur l'emploi. Ça a des conséquences dans les territoires, puisque vous savez que dans les territoires, les entreprises de bâtiments sont extrêmement bien implantées. Donc ça, c'est vraiment important de voir ça. Il y a aussi autre chose qui peut nous apporter une aide conséquente, et c'est en ça que j'avais cet échange sur les modes constructifs avant cette table ronde, c'est la formation, c'est d'aider les entreprises à former leurs salariés sur les mutations technologiques qu'on va connaître. Parce que forcément, il y a des grandes modifications dans les années qui viennent et on va avoir besoin d'être aidés. Et la notion de maîtrise des coûts, aussi bien sur le foncier, alors même qu'on a envie d'être vertueux, environnementalement parlant et au sens global du terme, mais en même temps sans pénaliser les plus fragiles pour qui ça a forcément un impact sur la capacité de pouvoir rester dans le centre-ville ou en tout cas dans le cadre dans lequel on a évolué alors que les prix deviennent toujours plus élevés. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et c'est pour ça que j'évoquais un dispositif, en l'occurrence l'Office de foncier solidaire, qui est une réponse. Voilà, c'est une forme de réponse. À nous aussi d'en inventer d'autres. Mais
je crois que les solutions, elles seront forcément multiples et le sujet, cher Frédéric, n'est pas pour moi que la question de l'artificialisation. Il ne faut pas oublier que la question de l'artificialisation, elle a deux aspects pour moi. Globalement, on a besoin de maintenir des terres agricoles pour nourrir une population, pour garantir une sécurité alimentaire des populations. Notamment, on l'a vu avec la crise sanitaire qui a quand même bouleversé pas mal les échanges mondiaux. Il y a je vous rappelle que certaines exportations ou importations étaient devenues impossibles. Pour prendre un exemple très, très immédiat, là, il y a un grand constructeur automobile de la région qui ne peut plus produire parce qu'il n'y a pas d'entreprise de semi-conducteurs sur la région et qu'il n'y a plus rien qui arrive de l'Asie du Sud-Est. Donc, pour l'agriculture, c'est pareil. On ne peut pas se permettre de dépendre trop massivement de production agricole qui viendrait de l'autre bout de la planète. D'autant plus que ce n'est pas vertueux. On le sait, c'est émetteur de grosses quantités de gaz à effet de serre. Mais au-delà de ça, on a besoin, pour garantir notre sécurité alimentaire, de conserver des terres agricoles. Donc, de toute façon, il faut aussi qu'on... Donc tout l'enjeu, c'est l'équilibre. Il faut aussi qu'on trouve des équilibres. On ne peut pas considérer que l'artificialisation des sols, c'est l'unique solution. Alors, ça a été dit déjà, aujourd'hui, dans les villes, et dans les villes, notamment les villes moyennes, il existe déjà des sols qui sont déjà artificialisés. Donc, travaillons d'abord sur l'existant. Pour moi, c'est la priorité. Et montons les dispositifs qui permettent de faire en sorte, effectivement, que les prix n'augmentent pas trop, parce que personne n'a intérêt, pas plus vous que moi, et surtout pas la population, de voir les prix flamber. On a besoin de rester dans des échelles raisonnables pour que, comme vous le disiez, mon père, que l'on puisse continuer à habiter en ville, que tout le monde puisse continuer à habiter en ville. Messieurs, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment. C'était un débat très intéressant, passionnant.